géopolitique linguistique, donc, ou politique linguistique et coopération, ou encore politique linguistique in vivo et politique linguistique in vitro, puisqu'on va parler dans ce cours, en fait, de toute la façon dont les langues s'agencent sur la planète, des rapports entre les langues, de la manière dont les gouvernements interviennent pour favoriser telle ou telle situation linguistique ou telle langue, de la manière dont ils interviennent sur le corpus, évidemment, et aussi sur le statut des différentes langues. Mais on parlera aussi beaucoup, en fait, de la manière dont les groupes de locuteurs s'approprient la langue, de la manière dont les pratiques, en fait, de façon moins formelle que des politiques linguistiques formulées par les États, influencent énormément l'agencement des langues dans le monde et la domination d'une langue sur un autre, ou la création linguistique, la création de parler et d'usages qui vont être très particuliers, qui vont influer en fait sur la manière dont les langues s'agencent dans le monde. Donc c'est un cours assez général, en gros de sociolinguistique et de politique linguistique, et qui va toucher également évidemment aux questions étatiques, aux questions des institutions qui travaillent sur les langues vivantes, hein, et aux questions bien entendu des groupes linguistiques eux-mêmes qui promeuvent leur langue et qui ont des stratégies en fait pour la promouvoir à l'échelon local ou à l'échelon national ou à l'échelon international. Merci. Donc géopolitique et place du français dans le monde. Voilà, donc je commence en général par une carte qui va me permettre de me présenter aussi et de vous parler un peu d'un certain nombre de choses. Donc voilà, donc moi, je suis né au Maroc, hein, donc, qui était à l'époque où je suis né un pays très très francophone, et j'ai été à l'école primaire au Maroc, dans une école publique au centre de Rabat, donc l'enseignement était de très bonne qualité. Et puis mes parents sont partis en Côte d'Ivoire, dans ce petit pays carré, là où on est arrivé à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, donc une petite ville qui est dans une situation linguistique déjà assez intéressante en fait, puisque moi à ce moment-là, la Côte d'Ivoire était aussi très francophone, elle l'est toujours pour bien des raisons en fait. D'abord parce que c'est un pays extrêmement multilingue en fait. En Côte d'Ivoire, donc sur ce petit carré ici de 400 km de côté qu'on voit à peine sur notre carte de l'Afrique, donc on parle 82 langues différentes. Donc oui, on est dans deux groupes linguistiques assez différents, le nord étant plus proche des langues mandées, donc on parle, donc du coup on a conservé en Côte d'Ivoire, même après la décolonisation en 1960, le français comme langue nationale et comme langue d'intercommunication assez répandue, avec bien sûr aussi une autre langue d'intercommunication qui est le dioula. Donc j'ai passé une partie de mon enfance ici, et c'est probablement ce qui m'a décidé après à apprendre des langues africaines. Quand j'étais petit, j'ai voyagé, quand j'étais gamin ou adolescent, j'ai voyagé dans toute cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, j'ai eu très envie, en fait, je ne comprenais pas pourquoi les Français qui habitaient en Afrique ne parlaient aucune langue africaine. Donc ça m'a décidé à apprendre une langue, et quand je suis rentré en France au moment de mes études supérieures, je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre le bambara aux langues orientales. Donc j'ai appris le bambara et je suis retourné au Mali parler le bambara. C'était le pays qui me plaisait le plus du point de vue esthétique d'abord, du point de vue de la beauté des villages et des paysages, et puis aussi du fait que la langue que je parlais, donc que j'ai apprise, le bambara, permet de communiquer avec à peu près 10 millions de personnes dans cette région-là et sert de langue véhiculaire sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça avait un intérêt probablement plus vaste que ce qu'on pouvait faire avec une langue comme le baoulé par exemple, ou l'ani, ou le bété. Enfin je veux dire, toutes ces langues sont passionnantes, mais on les parle que dans de toutes petites aires géographiques. Donc j'ai appris le bambara et ça a entraîné ma carrière de linguiste finalement, puisque d'une part, donc apprendre une langue qui est très très différente typologiquement
syntaxiquement, apprendre une langue très différente de sa langue maternelle, ça entraîne à réfléchir à la linguistique et à se poser beaucoup de questions. D'autre part aussi, parce qu'étant en France, donc je me suis retrouvé à travailler avec des Maliens donc qui parlaient le bambara, enfin à aller dans les foyers maliens, pratiquer mon bambara. Et les gens qui étaient là m'ont dit, bah oui, toi tu as appris le bambara, mais nous on est en France et on aimerait bien apprendre le français. Est-ce que tu pourrais nous l'enseigner? Donc j'ai commencé à faire des cours de français à des travailleurs maliens. Et je me suis rendu compte, enfin c'est là que je me suis rendu compte que bon, ça demandait un peu de travail quand même, un peu de préparation. Et donc je me suis mis à m'intéresser de près à la didactique. Voilà. Quelques années plus tard, j'ai fait des études de didactique du français, fait une maîtrise de français langue étrangère à Paris 8. Voilà. Et donc, bon, ça a été aussi une révélation, en fait, cette petite maîtrise de français langue étrangère, ce que vous allez peut-être faire, enfin, ce que vous allez faire, certainement, sauf que maintenant ça s'appelle un master de didactique des langues, ce que vous allez certainement achever. Donc après ça, j'ai travaillé un peu en France comme instituteur, parce qu'il fallait bien faire bouillir la marmite. Donc, j'ai travaillé dans des classes de non-francophones, ce que vous ferez peut-être avec ce qu'on appelle maintenant les UPE 2A. Et puis, j'ai soutenu ma thèse à Paris 8, en fait, une thèse de linguistique sur le discours de vulgarisation scientifique. Donc, qui s'appelle, vous pourrez trouver le bouquin si ça vous intéresse. Le bouquin que j'en ai tiré est à la bibliothèque de Paris 8, s'appelle Analogie et logique naturelle. Ça n'a qu'un très lointain rapport, enfin ça n'a même pas de rapport du tout avec le français langue étrangère. Ça porte plutôt sur la cognition et sur la manière dont on vulgarise les notions scientifiques et dont on les acquiert à travers principalement l'analogie, la comparaison et la construction notionnelle. Excusez-moi, oui, je parle beaucoup de moi. Moi, ce n'est pas un exercice d'autosatisfaction ou un exercice complètement autobiographique. Et donc, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Donc, de cette première partie-là, en fait, ce que je vous conseille, c'est effectivement d'apprendre une langue qui soit typologiquement très, très différente de celle que vous parlez. Je veux dire, évidemment, si vous parlez, si votre langue maternelle est l'arabe ou le kabyle et que vous avez appris le français, vous êtes déjà dans ce cas-là. Si votre langue maternelle est le chinois, c'est pareil. Mais si vous êtes francophone et que vous avez appris l'anglais, l'allemand ou l'espagnol, vous êtes resté finalement dans un domaine culturel et linguistique très très proche. Donc je vous conseille d'apprendre aussi des langues typologiquement très différentes. Ça vous permettra de remettre en question plus fortement en fait votre appréhension du monde et votre manière de comprendre le monde à travers la langue. Je veux dire, on a déjà des différences assez fortes quand on apprend l'anglais, en fait, par exemple dans le système temporel, qui vont remettre en cause un peu la perception du temps qu'on peut avoir ou l'idée qu'on peut avoir de la manière dont on formule le temps. Mais je crois que ça vaut le coup quand même d'apprendre des langues vraiment extrêmement différentes. Donc revenons à notre carte, donc le Mali ici, hein, évidemment, là, c'est l'endroit où on parle le bambara et bien d'autres langues, et on y reviendra quand on va parler du modèle gravitationnel de Calvet. Donc à la suite de ça, donc, je suis revenu à Paris 8, où j'ai enseigné pendant quelques années dans la maîtrise de FLE, d'abord comme ATER, puis comme maître de conférence. Bon, je suis passé aussi par d'autres universités, Rennes, Tours, enfin plusieurs universités où j'ai donné des cours. Ensuite, j'ai posé ma candidature pour partir au ministère des Affaires étrangères. Et le recrutement étant ce qu'il est, en fait, je ne savais absolument pas du tout dans quel type de poste j'allais tomber. C'est souvent comme ça au départ. Et donc, j'avais demandé un poste au Mali en me disant, au moins je parle la langue, je serais probablement le seul français dans ce cas-là. Donc, allons-y. Et finalement, je suis arrivé dans le pays qui est à côté, la Mauritanie. Mauritanie, dans un poste d'expert technique international où il s'agissait de construire, de lancer, enfin de construire, il était déjà construit quand je suis arrivé, mais de lancer, de faire fonctionner un centre d'enseignement des langues, le centre de renforcement de l'enseignement des langues, ça s'appelait, dans l'université de Nouakchott.
J'y suis resté 2 ans. Bon, je veux dire, ça a été un passage très très intéressant. On a vécu un coup d'État en Mauritanie que je raconte dans d'autres écrits. Hein. Donc ça m'a sensibilisé à la question de ce pays en fait qui est à la charnière du monde arabe et du monde négro-africain, enfin la charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et qui donc a des caractéristiques très très intéressantes. J'ai un collègue et étudiant en doctorat qui est en train de faire une thèse sur la Mauritanie, peut-être qu'il viendra nous en parler, je l'espère. Donc après la Mauritanie, je suis revenu en France quelque temps pour enseigner. Et puis, je commençais à connaître un peu mieux le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai posé une candidature pour pour repartir. Bon, je vais viser les alentours de la Méditerranée. Mais en fait, je ne savais pas du tout que c'était des postes, évidemment, qu'on donnait plutôt aux gens qui sont en fin de carrière à cette époque-là, parce que, bon, c'est plus près de la France, etc. J'avais mis en dernier vœu la Thaïlande, bizarrement. Le poste était intéressant, le poste m'intéressait, l'Asie me tentait, j'y connaissais absolument rien, mais l'Asie était assez tentante. Et donc, une fois arrivé à l'entretien d'embauche, on m'a dit, bah, vous, ce sera la Thaïlande. Bon, j'ai dit, bon, très bien, allons-y. Donc, de 2006 à 2009, j'ai été attaché de coopération pour le français à Bangkok. Et ça a été une expérience assez extraordinaire, en fait, parce qu'on a pu faire plein de choses, en fait, que je vous raconterai éventuellement. Donc, généraliser, par exemple, le DELF pour l'équivalent du baccalauréat, organiser la présence de la France comme invité d'honneur au Salon du Livre, enfin, plein de choses qui ont été vraiment très intéressantes. Et j'ai gardé de très bons contacts avec mes collègues thaïlandais. Bon, j'espère, je les reverrai bientôt certainement, et j'espère en voir quelques-uns éventuellement dans notre master. De la Thaïlande, on était un peu comme si on était à Châtelet, en gros, en venant de la place des Fêtes et qu'on se dirige vers la porte de Clignancourt, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, de Bangkok, je suis parti par ici. Au Vanuatu. Donc j'ai demandé un autre poste qui était un poste d'attaché de coopération éducative au Vanuatu. Et je suis arrivé dans ce pays-là, donc en fin 2009, ouais, j'y suis resté 3 ans en fait. Donc j'ai travaillé là comme attaché de coopération éducative. Alors le descriptif du poste était intéressant, était très intéressant. C'était pour restructurer complètement l'enseignement primaire et secondaire au Vanuatu. Donc tout le système qu'on va retrouver comme K-12 en fait dans les systèmes anglophones, donc de la maternelle jusqu'au bac. Je dirais le Vanuatu est un pays bilingue avec une quantité énorme aussi de langues vernaculaires, une langue, un pidgin qu'on appelle le bichlamar qui sert de langue quotidienne en fait et d'intercommunication, et donc un bilinguisme qui est dû au fait que c'était un condominium franco-britannique. Donc cet archipel aussi a une situation linguistique tout à fait passionnante, et ça m'a permis de découvrir d'autres choses en fait sur les politiques linguistiques en travaillant avec les Australiens, les Chinois, l'ambassade de Chine, donc les différentes ONG, etc., autour de la restructuration de ce système éducatif. Donc 3 ans passés au Vanuatu. De là, je suis parti au Vietnam. Je suis retourné en Asie, en fait, pour travailler pour l'AUF, en fait, l'Agence universitaire de la francophonie. Et là, j'ai travaillé comme coordonnateur régional des projets au bureau de Hanoï. En fait, bon, je connaissais bien je connaissais un peu, en tout cas, le Pacifique. Je connaissais pas trop mal l'Asie aussi, pour y avoir déjà travaillé pendant 3 ans. Donc c'était a priori un poste qui me convenait bien, qui m'intéressait. Là, on a travaillé en fait sur des partenariats interuniversitaires. Voilà, donc je vous en parlerai aussi. Bon, c'est vrai que l'AUF, c'est aussi une institution assez intéressante. On en parlera beaucoup en fait à travers les politiques linguistiques, l'idée de l'OIF, enfin, les idées qui sont derrière l'OIF et derrière la francophonie. Donc du Vietnam, zoom, retour à Paris, où j'ai retrouvé mon université. C'est là que j'ai recréé un certain nombre de cours en fait,
J'ai commencé à donner le cours de politique linguistique ici que vous allez suivre. J'ai créé le cours francophonie pour les licences francophonie, patrimoine culturel et usage didactique. Voilà, donc c'était pas mal de revenir, enfin d'alterner en fait ces phases d'enseignement et ces phases de terrain. Mais bon, j'en avais pas en fait tout à fait fini avec mon goût des voyages. Et donc, après 3 ans passés à Paris 8, à me ressourcer un peu, à me réaffûter un petit peu dans l'enseignement, parce que, je veux dire, quand vous enseignez, quand vous êtes sur le terrain, c'est très différent. Je veux dire, vous perdez un peu contact avec les publications, avec les aspects théoriques, etc. Donc il faut vous remettre dans le bain une fois que vous revenez à l'université. Il faut lire tout ce qui s'est publié, il faudrait publier soi-même, il faudrait écrire, etc. Faire plein de choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Et sur le terrain, oui, évidemment, on n'a pas le temps de les faire parce qu'on est entraîné par l'action. Et là, je suis reparti cette fois-ci sur la côte ouest des États-Unis, donc où j'étais de nouveau attaché de coopération pour le français, sur la côte ouest. Donc j'y suis resté un peu moins de 3 ans aussi, puisque je suis arrivé en cours d'année scolaire. Et donc là, ce qui est intéressant, je vous en parlerai aussi beaucoup, en fait, puisque c'est la dernière expérience en fait, que j'ai faite, la dernière expérience de terrain. Je travaillais au consulat de San Francisco et on a la responsabilité de 10 États, en fait. Donc 10 États qui comprennent des États très très différents. Donc la Californie du Nord, l'Oregon, l'Utah, où il y a d'énormes programmes scolaires bilingues en plusieurs langues qui sont très intéressants. Utah Dual Language Immersion Programs, donc que vous trouvez en français, en espagnol, en chinois, mandarin, en allemand, en portugais, sauf erreur. Ils voulaient ouvrir l'arabe l'année dernière, ça n'est pas encore le cas, mais ça le sera très bientôt. Donc des choses assez passionnantes. L'Oregon, qui a une politique linguistique aussi assez particulière. L'Alaska aussi, plein de choses. Il se passe plein de choses en fait aux États-Unis sur le plan de l'enseignement des langues, même si c'est pas le pays où on apprend le plus de langues étrangères, loin de là malheureusement. Mais c'est quand même, les États-Unis sont loin d'être un bloc, hein, vous avez pu le voir, vous devez en être conscient, j'imagine. Mais quand on le voit, quand on le vit sur place, on se rend compte aussi de l'extrême diversité des situations entre les États. Et c'est assez passionnant parce que évidemment là il se passe beaucoup de choses différentes. Je veux dire, d'autre part, je donne aussi à Paris 8 un cours qui s'appelle Nouvelles technologies et enseignement des langues. Et donc là, j'étais à San Francisco, donc à 2 pas de la Silicon Valley, là où on élabore en fait plein de choses, que ce soit les logiciels de traduction automatique, que ce soit les boîtes qui font des MOOC comme Coursera, edX. Voilà, donc il y a un fourmillement en fait d'activités en Californie et côté novateur aussi dans le multiculturalisme et l'intégration qui est très passionnant. Voilà, donc je vous parlerai beaucoup de toutes ces expériences-là. Et j'espère que c'est pas tout à fait fini. Qui sait, peut-être je repartirai dans quelques années dans un autre pays. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore au programme. Je vais rester un peu avec vous. Entrons dans le vif du sujet. Donc le monde compte actuellement environ 7000 langues parlées. Certains linguistes disent 8000. Enfin, je veux dire, on est dans cet ordre de grandeur de toute façon. C'est un nombre énorme. Hein. Je veux dire, donc je vous parlais de la Côte d'Ivoire à un moment. On disait qu'en Côte d'Ivoire, il y a 82 langues différentes parlées. On regardera tout à l'heure une carte linguistique de l'Afrique. Vous verrez que c'est impressionnant, en fait. La densité linguistique de certains endroits est étonnante. Je veux dire, si vous regardez le cas du Vanuatu, où j'ai travaillé, en fait, sur ce petit archipel de 85 îles différentes, en fait, on compte 108 langues différentes, tout ça pour 300 000 habitants, 300 000 locuteurs. Donc il y a des langues qui sont parlées par très peu de monde, par moins de 1000 personnes, et qui sont évidemment en voie d'extinction. Donc certaines langues sont en voie d'extinction, d'autres se sont étendues sur tous les continents d'une façon jamais vue précédemment. Donc c'est le cas de différentes langues qui sont étendues, qui ont connu une destinée étonnante en fait, qui sont étendues sur tous les continents de la planète, hein, qu'on peut trouver parler un peu partout.
Bon, c'est le cas évidemment de l'anglais ou du globish, on en reparlera. C'est le cas du français qui est parlé aussi avec des différences dialectales dans différents pays suite à l'histoire coloniale, suite à l'histoire des migrations. En fait, il y a donc il y a derrière tout ça, il y a toujours une histoire, hein, évidemment, qu'on pourra analyser, qu'on pourra décortiquer sur certaines langues. C'est aussi le cas évidemment de l'arabe, avec l'expansion du commerce hein, au départ, puis l'expansion de la foi musulmane. Donc je veux dire, l'arabe aussi est parlé sur à peu près tous les continents, et donc ça a aussi une histoire particulière, avec une manière de s'étendre très très différente. C'est le cas aussi actuellement du chinois. Je veux dire, pendant longtemps, le chinois le chinois mandarin est resté à l'intérieur des frontières de la Chine. Maintenant, avec la diaspora chinoise, on en trouve sur tous les continents. Je veux dire, même s'il est plutôt parlé à l'intérieur de la communauté sinophone, et peut-être moins enseigné, moins une expansion ou une entropie moins grande que l'anglais ou le français. Donc on voit qu'il y a des langues qui ont connu un succès planétaire, hein, plus ou moins imposé, ou alors qui s'est imposé de soi-même par le commerce ou par d'autres modèles. Hein. Donc on est à un moment charnière où le nombre de langues va cesser de croître et même probablement diminuer. En fait, on est certainement à un moment où le nombre de langues diminue. Hein, Claude Agege a écrit un bouquin qui s'appelle Halte à la mort des langues. Je veux dire, là aussi, il y a tout un débat en fait autour de ces questions-là. Les langues sont porteuses d'un patrimoine culturel, chacune est porteuse d'un patrimoine culturel passionnant. C'est toujours terrible de voir des langues disparaître parce qu'en fait, on voit que certains éléments de syntaxe, certaines richesses du lexique peuvent disparaître. Je veux dire, quand vous voyez au Vanuatu, par exemple, il y a des langues où on va avoir des centaines de mots pour reconnaître les espèces de plantes ou les espèces de kava ou les espèces d'oiseaux. Alors que pour les espèces d'oiseaux, par exemple, en Bichlammar, le seul oiseau qui reste, c'est le pigeon. Hein, donc, vous voyez que ça peut aller avec un appauvrissement linguistique. Hein, quand des langues disparaissent, on y perd certainement quelque chose, mais en même temps, il est impossible, évidemment, d'archiver et de défendre toutes les langues. Et d'ailleurs, si on les archive, en fait, elles deviennent des langues mortes. Hein, voilà. Donc c'est un des éléments de la complexité. Donc l'aménagement linguistique dans le monde, donc je vous passe quand même un petit peu... bon, ça c'est une source qui est intéressante pour vous, pour tous les étudiants qui vont suivre ce cours. Le site date évidemment, donc il est d'un design un peu antique, mais c'est plein de données en fait. C'est mon collègue Jacques Leclerc de l'Université de Laval qui a documenté tout ce site. Donc il y aura des données peut-être que certaines mériteraient d'être actualisées, hein. Mais vous pouvez rentrer par continent, par exemple. Donc sur l'Afrique, vous allez trouver tous les pays d'Afrique listés avec un certain nombre de choses, un certain nombre de données pour chaque pays. Donc si par exemple vous prenez la Mauritanie, un pays donc, où je vous disais que j'ai travaillé pendant quelques années, donc c'est des chiffres de 2014, 4 millions d'habitants à peu près, c'est un pays immense, hein, la Mauritanie, c'est 1,2 million km², je crois, c'est quelque chose comme 3 fois la France en taille, mais c'est très très peu peuplé parce que c'est une grande partie de désert. Donc vous avez la langue officielle qui est l'arabe classique, le groupe majoritaire qui parle une variété d'arabe qui s'appelle le Hassania. Donc le Hassania, c'est un arabe qui est un arabe dialectal qu'on parle dans le sud du Maroc et en Mauritanie, un peu dans le désert probablement. Et donc c'est quand même assez loin de l'arabe classique. Mais le rattachement en fait à la littérature fait que, aux langues prestigieuses, fait que la langue officielle c'est l'arabe classique. Pendant longtemps, Bilal Diop vous en parlera, le français a aussi été langue officielle en Mauritanie, et puis petit à petit on a écarté en fait la langue française, qui était la langue des colonisateurs, pour favoriser l'arabe comme langue nationale. C'est un cas assez intéressant. Vous avez des groupes linguistiques, des groupes minoritaires ici, donc des langues nationales aussi de Mauritanie, enfin des langues qu'on parle en Mauritanie, donc le Poula,
euh, l'équivalent, le Peul, hein, vous allez voir sur la carte linguistique tout à l'heure l'extension. Les Peuls sont au départ des nomades qui élevaient des troupeaux dans la frange sahélienne, voilà, qui parlent une langue du groupe ouest atlantique, comme le Wolof, mais étendue sur toute la frange sahélienne. Donc vous allez trouver aux deux bouts de l'extension en fait deux variétés de Pulaar assez proches. Le Soninké, donc une langue mandée, le Wolof, une langue ouest atlantique qu'on parle aussi au Sénégal, le Soninké qu'on parle aussi au Mali et au Sénégal, le Bambara, le Berbère, l'Azer, etc. Langue coloniale, le français. Donc vous voyez que vous avez toute une série de langues qui vont être parlées au sud et à l'est de la Mauritanie, qui seront parlées beaucoup aussi dans la capitale, puisque la capitale est un lieu de brassage, mais avec une nette domination en fait de l'arabisation. Voilà. Et donc j'ai travaillé dans ce pays-là en fait pour améliorer l'enseignement du français et de l'arabe. Avec mes collègues de l'université de Nouakchott. Voilà, c'était un moment très très passionnant aussi parce que évidemment là il y a de gros enjeux politiques et voilà et vous voyez que la situation peut être assez délicate en fait entre l'histoire coloniale, le fait qu'on va avoir des langues de groupes plus ou moins négro-africains, de subsahariens, et qui sont en concurrence avec les gens qui parlent l'arabe hassanien, en fait. Donc c'est une situation linguistique assez particulière, assez complexe, et on met du temps un peu à la saisie, en fait, au départ, parce que il y a aussi évidemment je veux dire, le découpage n'est pas un découpage racial, en fait. Je veux dire, au départ, les gens vont vous dire c'est les Morts blancs qui parlent l'arabe et les négros mauritaniens qui parlent des langues africaines. C'est pas si simple que ça, on en reparlera et Bilal nous en parlera beaucoup plus de manière beaucoup plus documentée que ce que je peux faire. Donc dans ce site, en tout cas, vous avez un premier débroussaillage, en fait. Donc quand vous allez choisir de travailler sur un pays, en fait, vous pourrez commencer par là. Commencer par débroussailler. Vous avez aussi tous les textes, en fait, tous les textes législatifs qui vont amener au choix de la langue nationale, etc. Voilà, c'est une première chose à prendre en compte. Voilà, si l'on change complètement de continent, on part dans le Pacifique, et là on arrive donc au Vanuatu. Donc vous avez les données aussi ici de Leclerc. Donc la capitale, c'est Port Vila. Vous avez un échantillon du joli drapeau rouge, jaune, vert et noir du Vanuatu. Donc les langues, vous voyez que les langues officielles ici sont l'anglais, le français et le bichlamar. Donc là, pareil, ça tient à l'histoire du Vanuatu, qui fait que, en fait, au début, le Vanuatu était un condominium franco-britannique. Je vous montrerai éventuellement des photos du Vanuatu, c'est très très beau, c'est un très bel archipel avec des récifs coralliens soumis à des aléas climatiques énormes, des cyclones, des tremblements de terre. Enfin, quand j'étais au Vanuatu, on a eu un tremblement de terre de 8,1 sur l'échelle de Richter, c'était assez impressionnant. Voilà, donc on a une population de 300 000 habitants, et comme je vous le disais tout à l'heure, donc en gros 106 langues, 106 à 120 langues mélanésiennes, 3 langues polynésiennes, français, anglais, chinois, hakka et vietnamien. Donc tout ça est lié à l'histoire des migrations, en fait. Alors le bichlamar, pour parler brièvement du bichlamar, en fait c'est un pidgin à base française et anglaise principalement. You savez tok tok bislama, donc c'est est-ce que vous savez parler le bichlamar. Donc vous voyez que l'auxiliaire modal vient directement du français, et le nom de la langue en elle-même, ça vient de Bichon Delmar, en fait les holoturies, qui sont un mets apparemment très prisé des Chinois, donc Vanuatu regorgeait, et donc les commerçants portugais ont ramassé pendant des années, ont récolté des holoturies pour les ramener en Chine et les vendre. Ils ont récolté dans le Pacifique et entre autres au Vanuatu. Donc Bichon Delmar, Bichlamar, c'est un pidgin qui s'est formé en fait pour
pour que les gens qu'on a déplacés dans les plantations puissent se comprendre. C'est souvent le cas hein, quand vous avez une densité très très forte de population comme ça, des colonisateurs un peu brutaux qui vont attraper tout le monde et les faire travailler dans des plantations de noix de coco pour récolter de la copra sur l'île de Santo par exemple. Vous allez avoir la formation d'une langue, enfin d'un pidgin, qui va permettre l'intercommunication entre gens de différentes ethnies sur les plantations et aussi avec les patrons, enfin avec les colonisateurs. Voilà, donc un peu l'histoire du Biche-Lamar. Alors, ça arrive dans d'autres pays. Du coup, comme cette langue-là n'est pas très codifiée, en fait, je veux dire, elle est dans les langues officielles. C'est la langue qu'on utilise tout le temps dans la rue, partout, à Port-Vila, etc. Ça commence à être la langue maternelle de certains enfants qui naissent dans la capitale ou dans les grandes villes. Mais elle n'est pas très reconnue sur le plan culturel, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'elle se dote, enfin, elle est en train de se doter petit à petit d'une littérature, d'une poésie. En fait, je veux dire, c'est une langue extrêmement vivante qui bouge beaucoup, mais elle n'a pas été normée ni codifiée. Donc du coup, elle est un peu déconsidérée par les gens qui parlent le français et l'anglais dans les administrations. C'est un des problèmes qu'on va rencontrer. Bon, alors vous voyez que vous avez aussi dans les langues qui sont relativement étrangères au Vanuatu, le vietnamien et le chinois Hakka, donc parce qu'on a importé en fait beaucoup du temps du condominium franco-britannique, les colonisateurs français ont importé beaucoup de main-d'œuvre vietnamienne aussi pour travailler sur les plantations. Donc du coup, on a une forte communauté vietnamienne qui parle encore le vietnamien, voilà, et qui a aussi modifié un peu la gastronomie vanuataise en apportant des plats vietnamiens. Chinois Hakka, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez dans Port-Vila un petit Chinatown en fait. C'est deux petites rues hein, de la capitale. Et donc là aussi, vous avez une communauté sinophone. C'est aussi assez passionnant de voir tout ça. En fait, je veux dire, quand j'étais à Port-Vila, j'allais au club chinois. En fait, c'est très intéressant, c'est très vivant. Je veux dire, parce que d'une part, ils parlent le chinois, d'autre part, il y en a beaucoup qui sont francophones. On danse d'étranges valses des années 50 ou 60. Donc c'est des endroits tout à fait passionnants dans le genre melting pot ou voilà, une différenciation en fait avec différentes cultures en contact. Jetez donc un coup d'œil sur ce site avec comparer les données qu'il y a avec les pays que vous connaissez ou les pays sur lesquels vous comptez faire un exposé. Bon, à titre anecdotique, pour les étudiants de politique linguistique, c'est ce que je demande de faire, en fait, de faire un exposé sur un pays qui vous intéresse, éventuellement votre pays natal, ou voilà, donc vous choisissez un pays ou une problématique, hein, l'entrée par les pays n'est pas obligatoire, et vous préparez un dossier en fait sur les langues qu'on parle dans ce pays et la manière dont elles s'agencent les unes par rapport aux autres et les politiques linguistiques à l'intérieur du pays. Voilà, donc sur le Vanuatu, pour y revenir très très brièvement, en fait, évidemment, vous avez ces trois langues nationales, mais ce que je ne vous ai pas dit dans le tout petit précédent topo sur le Vanuatu, c'est qu'il n'y a que deux langues véhicules d'enseignement qui ont été choisies, et c'est le français et l'anglais. Et donc ça va être tout le jeu autour de la politique linguistique éducative du Vanuatu qu'on va regarder en détail. Alors, pendant ces conférences dont je vous parlais au début de la vidéo, en fait, il y a une question qui revient tout le temps, c'est quelles sont les langues les plus parlées dans le monde? Ça n'a pas une importance vraiment capitale, en fait, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui font l'importance d'une langue. C'est pas seulement le nombre de locuteurs, c'est pour beaucoup en fait l'entropie, donc la manière dont elle est dispersée dans le monde, et aussi le nombre de gens qui l'apprennent, l'attractivité culturelle qu'elle peut avoir, donc le nombre de gens qui l'enseignent, le nombre de gens qui l'apprennent, sa présence sur Internet, en fait tous ces critères-là en fait vont jouer un rôle en fait dans l'importance politique des langues dans le monde.
hein, et beaucoup évidemment l'attractivité culturelle, mais qui change bien entendu, cette attractivité culturelle-là, elle change euh, au fur et à mesure de l'évolution des situations géopolitiques. Donc, en gros, on dit que bon, le chinois est la langue la plus parlée dans le monde en nombre de locuteurs, en nombre brut de locuteurs, 1,2 milliard de locuteurs, dont 1 milliard pour le chinois mandarin. Donc, on a vu, en fait, depuis la fin de la période Mao Tse-tung et puis toute une série d'événements récents, on a vu l'attractivité du chinois beaucoup changer, je veux dire, évidemment. Je dirais, et c'est encore en train de bouger à une vitesse énorme en fait. Hein, vous voyez que bon, pendant longtemps, le chinois était parlé à l'intérieur des frontières de la Chine, avec une diaspora chinoise. Bon, vous aviez un Chinatown à San Francisco, un autre à New York, enfin, dans les grandes villes américaines. Maintenant, il y en a un ou plusieurs pôles évidemment à Paris, dans la capitale. Voilà, donc on a en fait les locuteurs de chinois se sont disséminés sur la planète et l'attractivité du chinois a changé. Je veux dire, c'est-à-dire que beaucoup plus de gens maintenant ont envie de l'apprendre en fait, et beaucoup plus de gens ont envie de travailler avec la Chine, bien sûr, parce que c'est un colosse du point de vue économique, etc. C'est un colosse qui peut en même temps faire un peu peur. Je veux dire, on a vu que là, tout récemment, il y a quelques semaines, l'économie chinoise est passée en tête sur le plan mondial devant les États-Unis. Donc ça change l'attractivité de la langue, ça change sa dissémination aussi, sa dissémination sur la planète, ça change probablement aussi le désir de l'apprendre et son attractivité culturelle. Donc ça c'est intéressant à observer. Je veux dire, il y a aussi des choses qui sont tout à fait... je veux dire, quand on a été un peu en Afrique, évidemment on observe le chinois aussi d'un autre œil. Et quand on regarde les projets comme Nouvelle Route de la Soie, en fait, des projets qui sont des grandes routes commerciales qui visent en fait à accélérer les échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Afrique principalement, je veux dire, ou d'autres projets comme l'achat de différents ports en Europe, même par des capitaux chinois. Enfin, tout ça, on voit bien que ça change très très vite. Bon, enfin, en tout cas, le chinois est la langue en chiffres bruts la plus parlée dans le monde, et une langue qui évolue beaucoup du point de vue de l'attractivité culturelle. On le voit bien aussi quand on est en Asie, hein, évidemment, de plus en plus de gens en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, etc., apprennent le chinois, même si c'est une langue qui a pu faire peur pendant très longtemps, enfin, et qui peut encore faire peur, par exemple au Vietnam. Hein. Je veux dire, le Vietnam, dont je rappelle quand même un certain nombre d'îles ont été annexées par la Chine. Hein. Voilà, donc c'est une position particulière et intéressante. L'espagnol viendrait en troisième ou en deuxième après l'anglais, ça dépend un peu des chiffres aussi. Là au départ j'avais un chiffre moindre en fait. Bon, ces chiffres-là sont une compilation, des résultats de compilation de données recueillies sur différents sites et dans différents lieux. Je pourrais vous donner les sources éventuellement. Enfin, l'espagnol, et ça c'est le chiffre de l'Institut Cervantes, il y a un an ou deux, 400 millions de locuteurs natifs. Donc clairement, là aussi, l'espagnol est une énorme langue sur la planète. Je veux dire, c'est partie de l'Espagne. Après, vous avez eu maintenant ce qui pèse le plus lourd, c'est l'Amérique latine. Le Mexique, c'est plus de 120 millions de locuteurs d'espagnol. Je veux dire, la place de l'espagnol est évidemment très très grande. Je dirais, elle change aussi assez rapidement. Dans la mesure où dans beaucoup d'États américains, le nombre d'hispanophones est passé au-dessus du nombre d'anglophones. Je veux dire, c'était quelque chose qui inquiétait pas mal de gouvernements des États-Unis ou de gouverneurs d'États, en fait. Je veux dire, par exemple, quand je suis parti en Californie il y a donc 4 ans à peu près, en fait, c'était au moment de l'élection de Donald Trump, mais en même temps, on a voté en Californie, en même temps que les élections présidentielles, on a voté une loi, parce que souvent, c'est pour attirer les électeurs, en fait, on fait un ballot, en fait, donc on vote plusieurs choses en même temps. Et donc, au moment de l'élection présidentielle, on a aussi fait voter une loi qui a permis que l'espagnol devienne langue véhicule d'enseignement en Californie. C'est tout récent, hein, vous voyez, c'est 2018 même, 2017, pardon. Donc avant, il était interdit
il n'était pas interdit d'enseigner l'espagnol, mais il était interdit d'enseigner en espagnol, que l'espagnol soit le véhicule d'enseignement dans des langues. Et d'autres langues, et évidemment simultanément d'autres langues étrangères. Donc ce qui nous bloquait en fait pour enseigner avec des écoles où la langue dans ce véhicule d'enseignement soit le français, la loi qui était en vigueur avant en Californie bloquait cette possibilité. C'était tourné directement vers le fait d'éviter qu'on ait des ghettos ou des communautés complètement hispanophones qui n'apprennent même pas l'anglais. Donc maintenant, on peut enseigner en espagnol comme on peut enseigner en français, comme on peut enseigner dans d'autres langues étrangères, entre guillemets, aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui bougent, il y a des lignes qui bougent, et l'hispanophonie en fait a de très beaux jours devant elle, en particulier sur le continent américain, que ce soit l'Amérique du Sud, ou l'Amérique du Nord. Donc l'anglais, évidemment, est une des langues les plus parlées dans le monde. Je veux dire, on l'a dit, c'est la langue véhiculaire de la planète. Il y a 500 millions de locuteurs natifs à peu près. Bon, on a, comme vous voyez, aux États-Unis, à peu près 300 millions, mais qui peuvent parler d'autres langues, voire qui peuvent être uniquement hispanophones. Je veux dire, ça va peut-être être de plus en plus le cas. Je veux dire, ça pose un problème aussi, cette domination planétaire de l'anglais et le fait qu'on puisse l'utiliser partout. Ça pose un problème en particulier aux Américains, parce que du coup, il y en a beaucoup qui n'apprennent plus d'autres langues. Je pense qu'on peut se débrouiller partout dans le monde avec l'anglais, donc il est à peu près inutile d'apprendre une autre langue. Et on le verra, en fait, c'est une très mauvaise politique de ne pas apprendre d'autres langues, parce que quand vous n'apprenez pas d'autres langues, eh bien, vous faites une croix sur beaucoup de vos possibilités cognitives et faites une croix sur le développement de vos possibilités cognitives et de vos capacités cognitives et intellectuelles. Je veux dire, les monolingues, globalement, rencontrent quand même pas mal de problèmes. D'une part, ils sont globalement moins intelligents que les multilingues, bon, je veux dire, il faut le dire tel que c'est. Et d'autre part, on a même montré il n'y a pas très longtemps qu'ils résistaient moins bien à l'Alzheimer. Voilà. Donc apprenez des langues, ne faites pas comme les gens qui parlent la langue d'intercommunication planétaire. Donc ensuite, on va avoir... il y a une quantité d'autres langues. Sur l'arabe, là, je pense il y a vraiment un gros travail à faire pour estimer pour estimer de façon complète le nombre de locuteurs. Parce qu'avec 220 millions de locuteurs natifs, il me semble que le chiffre est très sous-évalué. C'est aussi une conséquence politique, certainement. 35 millions de langues secondes, ça me paraît aussi très, 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 très sous-évalué, en fait. Parce que, évidemment, vous avez tous les pays arabophones, que ce soit dans le Maghreb, en Égypte, vous avez toute une série de pays arabophones avec des arabes un peu différents, que ce soit l'arabe maghrébin, l'arabe dialectal marocain d'Arija, le Hassania de Mauritanie. Vous avez des dialectes de l'arabe qui peuvent être assez différenciés. L'arabe syro-libanais est assez différent, qu'on comprend un peu partout, parce que c'est l'arabe des feuilletons, c'est l'arabe de la télévision, mais il peut être assez différent de l'arabe dialectal marocain, par exemple. Alors, à mon avis, le chiffre est certainement très sous-évalué, aussi en grande partie par à cause de la relation avec la religion musulmane. En fait, tous les musulmans, évidemment, vont avoir envie, à un moment ou l'autre, d'apprendre l'arabe. Donc il y a quand même plus d'1 milliard de musulmans sur la planète. Donc on peut supposer que ces 220 millions, c'est un peu, les 35 millions en langue seconde surtout, c'est largement sous-évalué. Mais là aussi, on est dans des questions éminemment politiques, évidemment. Le bengali, 200 millions de locuteurs, pour dire des langues auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui représentent des quantités énormes de population. 19 millions comme langue seconde, le russe, 180 millions de locuteurs, 40 millions comme langue seconde. Donc vous avez toute une série de situations très différenciées, en fait, où vous allez avoir des locuteurs natifs et des locuteurs de langue seconde. Hindi, 230 millions de locuteurs natifs,
Le double en langue seconde, donc ça fait 460 plus 230, 690. En fait, le hindi passerait facilement, si on compte que les chiffres bruts de locuteurs, passerait facilement en deuxième position derrière le chinois en quantité de locuteurs. Et pourtant, peu de gens y pensent. Français, on a dit 300 millions en fait, de locuteurs, 140 millions de locuteurs natifs, peut-être un peu plus, 160 millions comme langue seconde, portugais, 265 millions de locuteurs natifs. Donc là aussi, la situation du Portugal est très particulière avec les anciennes colonies portugaises comme l'Angola, comme bien évidemment les lusophones du Brésil, le fait que le Brésil soit la langue nationale soit le portugais. Je ne suis pas du tout un spécialiste du portugais, mais je veux dire, là aussi c'est une langue très très parlée qui n'est pas très loin finalement en chiffres bruts du français. Voilà, donc tout ça pour vous dire en fait que bon, dans ces langues très parlées sur la planète, on a plusieurs critères et on va retrouver un certain nombre de choses qui sont éventuellement surprenantes, parce que des grosses communautés de locuteurs, mais où ça peut rester à l'intérieur de la communauté, comme il y a des communautés de départ un peu petites et qui ont eu un grand succès sur la planète. Voilà, donc on voit que ces langues ont des qualités de locuteurs natifs et d'apprenants très différents. On peut structurer ceci en partie grâce au modèle gravitationnel de Calvet. Donc le modèle gravitationnel, c'est une idée de Louis-Jean Calvet que je vais vous expliquer tout de suite. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que c'est un peu long. Ça risque d'être un peu long pour vous. Donc un maillage structuré par le bilinguisme, donc vous voyez... ici, autour d'une langue hypercentrale, l'anglais, gravitent des langues supercentrales, comme ici le français par exemple. Elles sont le pivot de langue centrale, comme par exemple le bambara, à leur tour pivot de langue périphérique. Ce modèle est construit sur l'hypothèse que des milliers de langues sont reliées entre elles par le bilinguisme. En fait, si vous êtes au Mali, par exemple, vous êtes un Dogon de la falaise de Bandiagara, vous parlez le Dogon comme langue maternelle. Très très vite, en fait, quand vous sortez de la région de Bandiagara et de votre falaise, de votre superbe falaise, je vous recommande d'aller la visiter dès que possible, c'est vraiment d'une beauté à tomber par terre. Donc vous sortez du pays Dogon et vous allez au marché de Mopti, mettons par exemple, où là vous allez parler le bambara pour faire vos achats en fait. Donc vous rentrez dans une langue centrale. Hein. Vous êtes dans une langue centrale parce qu'elle va regrouper en fait les locuteurs de différentes langues plus petites. Elle va être la langue d'intercommunication à une échelle relativement locale. Après, si vous allez un peu plus loin que ça et que vous faites des études, alors au Mali, bon, les études primaires vont se faire en bambara facilement, mais si vous faites des études secondaires, vous allez certainement apprendre le français. Et là, ça va vous ouvrir en fait à de l'international, en fait, à la possibilité d'aller travailler en France ou ailleurs. Je veux dire, de faire des études avec d'autres possibilités en fait de ressources. Du point de vue des lectures, du point de vue des bibliothèques, du point de vue des médias, etc. Le bambara, c'est une langue très très riche. Hein. C'est le dogon aussi. On peut tout exprimer en dogon comme on peut tout exprimer en bambara. Simplement, vous voyez qu'en fait, il y a eu une différence d'attractivité en fait du français. Et on est dans la même position, nous maintenant francophones, par rapport à l'anglais. C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites des études universitaires, il est pratiquement impossible de ne pas parler au moins un peu d'anglais et de ne pas aller fréquenter des bibliothèques avec des publications en anglais. Ça fait loi. Je veux dire, quand vous allez écrire votre thèse, vous allez mettre au moins un abstract, sinon en anglais, au moins un résumé en anglais. Mais peut-être plus, vous avez probablement publié aussi des articles en anglais et ainsi de suite. Donc c'est pareil pour d'autres types de langues centrales, supercentrales et hypercentrales. Hein, il y a plusieurs modèles de ce type-là. Bon là, une branche du chinois, évidemment, dans les langues supercentrales.
Bon, vous avez d'autres grosses langues comme l'espagnol, l'hindi, le français, le malais, etc. On pourrait organiser les modèles d'une façon un petit peu différente. Si on met le chinois comme langue hyper centrale, je veux dire, à quelqu'un qui, je veux dire, je pense au cas par exemple d'étudiants que j'ai vus euh, en Mauritanie, donc ils apprennent, bon, ils parlent, mettons qu'ils parlent par exemple le poulard. Ils apprennent à peu près forcément l'arabe à Sanya. Au moment où ils vont à Nouakchott, ils sont en contact avec cette langue, ils la parlent plus ou moins, etc. Après, ils vont avoir plusieurs choix. Ils peuvent s'orienter vers des études dans des pays arabophones, dans les pays du Golfe par exemple, je dirais des études qui sont assez facilement finançables d'ailleurs, donc ils peuvent dévier comme langue centrale ou super centrale vers l'arabe, hein, d'accord. Ou ils peuvent aller vers le français et à ce moment-là faire des études en France. Bon, je veux dire, il y a plusieurs possibilités de satellites en fait autour des langues super centrales. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le modèle gravitationnel de Calvet, parce que c'est comme si on avait une grosse planète qui attire des planètes plus petites qui tournent autour, et ces planètes plus petites ont elles-mêmes des satellites. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Donc pour la prochaine fois, on parlera des types de politique linguistique. Et encore évidemment des situations de différents pays sur le plan linguistique et politique linguistique à l'intérieur de ces pays. On aura par la suite en fait aussi une grosse partie en fait sur tout ce qui est organisation internationale et supra-étatique en fait, comme l'Europe, évidemment le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, etc. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.